Donc, c'est vraiment une formation donc, sur le nouveau PubMed. On va essayer donc de mieux comprendre un peu là, les différents changements qui donc affectent un outil qu'on a eu l'occasion d'utiliser depuis de nombreuses années et voir un peu donc qu'est-ce que ça va changer au quotidien, donc peut-être sur nos façons de travailler, de l'enseigner ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau là-dedans. Avant la formation, j'avais sollicité donc vos questions. J'en ai reçu quelques-unes, donc j'ai essayé de les intégrer si ce n'était pas déjà dans la partie que j'avais déjà l'intention de montrer, je l'ai intégré à la fin, donc pour passer donc rapidement sur essayer de s'assurer que tout le monde, les questions préalables soient déjà intégrées donc, dans la petite formation. Alors, les objectifs de la formation aujourd'hui, ben, ça va être vraiment donc d'abord d'aller voir qu'est-ce qui diffère avec l'ancienne version. On a dit différents éléments. Évidemment, on ne peut pas manquer l'interface graphique qui est très différente, la recherche simplifiée qui a été bonifiée, le best match qu'on va parler également. Il y a des changements assez importants aussi au niveau de la troncature, donc ça, c'est important de s'y arrêter. Puis, donc, on va regarder ensuite un peu là, quelques différentes nouvelles fonctionnalités. Ensuite, j'ai eu quelques questions spécifiques donc, sur les mèches, donc comment utiliser les mèches avec la nouvelle version. Donc, on va rapidement passer là-dessus. Tout ce qui est sauvegarde, alerte, fil RSS. Puis, on m'a demandé une question sur l'analyse des citations. Donc, j'espère être capable de répondre à toutes ces questions. Alors, bon, je pense que le plus important, c'est quand même de savoir exactement c'est quoi l'outil qu'on a dans les mains. Donc, qu'est-ce que PubMed? Hein? Je pense que c'est la première chose qu'on doit essayer de comprendre. Donc, c'est une interface de recherche web gratuite qui a été développée par le National Center for Biotechnology Information, NCBI, faisant partie de la National Library of Medicine, puis que c'est en ligne depuis 1996. Donc, c'est quand même un outil qui est là depuis déjà quelques années. Cette mention NCBI était très, très présente auparavant. On ne le voit presque plus maintenant à l'écran, mais c'est toujours le même élément qui est ça. Donc, dans PubMed, on est rendu à plus de 30 millions de références bibliographiques. Et qu'est-ce qui compose PubMed? Donc là, on a évidemment la totalité de Medline, qui est donc le cœur de PubMed, environ 27 millions de références. Vous allez avoir toutes les références qui sont les EPUB Ahead of Print or in Process. Donc, toutes les références, dans le fond, qui vont se retrouver éventuellement dans Medline, mais qui sont donc envoyées directement à la National Library of Medicine par les éditeurs sur un Canva prédéfini. Puis donc là, ces références-là, donc ce qui va les différencier, c'est qu'elles n'ont pas encore de termes mesh, évidemment, parce qu'elles ne sont pas encore dans Medline. Et aussi, elles vont être, donc ça va être des références qui n'auront pas été vérifiées par les indexeurs de la NLM. On va retrouver également tous les articles archivés dans PubMed Central. Donc là, PubMed Central, c'est rendu quand même assez gros maintenant. On parle de plus de 6 200 000 références qu'il y a dans PubMed Central. Ce qui est dans PubMed Central a l'avantage d'être en accès libre. Beaucoup de ce qui est dans PubMed Central se retrouve déjà dans Medline aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un recoupement entre les deux. C'est tout à fait normal. Puis donc, PubMed Central, le dépôt institutionnel qui a été mis en place, toute personne, tout boursier du National Institute of Health se doit de déposer son manuscrit, donc une version qu'il a le droit de déposer dans PubMed Central avec un embargo maximal d'1 an. Et par la suite, donc, ça sera en accès libre pour donc, le but, c'est de garder ça de façon très pérenne. Puis ça également, il y a quelques revues qui sont publiées directement dans PubMed Central. C'est ça qui forme ce 6 200 000 références-là. On va également avoir dans PubMed tous les livres, rapports diffusés dans Bookshelf. Donc, Bookshelf, dans le fond, c'est une collection de livres et de rapports gérés par la National Library of Medicine, encore une fois, tout en accès libre. Donc, ça, c'est ce qu'on va avoir dans PubMed. Et maintenant, on va voir un peu, au fond, qu'est-ce qui a changé. Donc, la première chose qui a changé de façon assez importante, c'est l'interface graphique. Donc, visuellement, on n'a plus du tout affaire au même outil. Et c'est très important pour la National Library of Medicine parce que maintenant, leur interface graphique a été développée, pensée, réfléchie pour être utilisable avec tout type d'appareil. Donc, on parle d'un téléphone cellulaire, qu'on parle d'une tablette, d'un ordinateur. Donc, du plus gros, plus petit, l'interface, elle a été pensée, développée pour être utilisable avec tous ces types d'appareils-là. Donc,
ça, c'est la page d'accueil principale. Donc, on a les différents éléments. Évidemment, on a la fenêtre de recherche où on met nos termes pour lancer notre recherche. La recherche avancée, que je pense que tout bon bibliothécaire va souvent faire un tour. Vous allez également avoir le Clinical Queries qui est toujours là. Donc, c'est l'ancien outil qui était déjà là dans PubMed, qui se retrouve dans l'ancien PubMed, qui continue d'être ici. Donc, ça applique dans le fond des filtres cliniques à votre recherche pour aller chercher certains éléments de façon plus spécifique. C'est sympathique. Single Citation Matcher, également, qui était là auparavant, qui se retrouve ici de nouveau, donc pour être capable de générer, donc d'essayer d'aller repérer une référence en particulier. Maintenant, un des éléments importants, la base de données des mèches, ça va être par ici qu'on la retrouve maintenant. On n'a plus de menu déroulant dans le nouveau PubMed qui nous permet de basculer vers la base de données des mèches ou les autres outils de PubMed, donc d'ANLM, excusez-moi. Donc, c'est ici que ça se retrouve maintenant. Et dans le fond, ça relance exactement l'ancien tel qu'il était. Même chose pour Journals. Dans le fond, c'est me permet de faire la recherche dans le catalogue de la National Library of Medicine. Yes. Donc, voilà. Maintenant, vous avez également le PubMed Legacy, donc l'ancien PubMed, qui est toujours disponible et comme il marque ici, au moins jusqu'au 30 septembre 2020. Il avait disparu, je pense qu'ils ont été un peu obligés de le remettre parce que malheureusement, il y a encore quelques fonctionnalités qui ne sont pas encore totalement bien adaptées à leur nouvelle interface graphique. Donc, le login que vous avez ici, c'était l'ancien MyNCBI, donc pour se créer un compte. Donc, maintenant, lorsque vous créez un compte, ça ne s'appelle plus MyNCBI, ça s'appelle le dashboard, mais c'est strictement la même chose. Donc, vraiment, l'interface graphique, ce qui est le plus important de comprendre, c'est vraiment la façon dont ça a été pensé pour être utilisé avec n'importe quel type d'appareil. Donc, vraiment pour faciliter l'utilisation de PubMed sur un téléphone particulièrement. Alors, évidemment, on va parler de la recherche simplifiée qui a été bonifiée de façon majeure dans le nouveau PubMed. Donc, la recherche simplifiée, c'est une recherche qui n'utilise donc aucune étiquette de champ, aucune troncature, aucun guillemet, rien. On fait juste mettre les mots et donc là, l'outil va prendre en charge donc, plusieurs éléments de notre recherche pour essayer de la bonifier, de la rendre plus complète. Donc, ça fonctionnait déjà comme ça auparavant avec l'Automatic Term Mapping qui reliait dans le fond les termes qu'on voulait avec des termes mèches. Maintenant, ça a été bonifié, cet Automatic Term Mapping-là, par une table de vocabulaire beaucoup plus grosse, beaucoup plus fournie, avec plus de termes qu'on va pouvoir y retrouver. Donc, dans cette table de vocabulaire, lorsqu'on met dans le fond des mots dans le nouveau PubMed, encore une fois, sans l'utilisation d'aucune étiquette de champ, ça va faire donc, fonctionner l'Automatic Term Mapping qui va essayer de voir donc, notre ensemble de mots, voir s'il peut relier ça à une expression ou pas. Donc, il va commencer donc, par d'abord à regarder dans la table des vocabulaires, voir s'il est capable de faire un lien entre ce qu'on a mis et les termes qui se retrouvent dans sa table de vocabulaire, donc qui s'appelle la Subject Translation Table. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir, par exemple, les orthographes britanniques et américaines du terme. Donc les E qui deviennent AE, etc. Donc là, ça a été ajouté dans cette table de vocabulaire. Vous allez avoir des singuliers, des pluriels, des synonymes et autres termes étroitement liés qui vont également pouvoir être ajoutés avec un OR, évidemment, dans notre recherche. Et évidemment, ça va venir rajouter le terme mesh. Quand ça vient rajouter le terme mesh, ça fait la même chose que ça faisait également dans l'ancien Automatic Term Mapping. Ça va également éclater le terme mesh pour aller utiliser le vocabulaire de ces termes mesh-là également à notre recherche. Donc, ça vient vraiment bonifier tout le vocabulaire de recherche donc au niveau de la recherche par sujet. Ensuite, donc il passe d'abord par sa table de vocabulaire. Ensuite, la deuxième table qu'il va aller voir, ça va être la table de périodiques, donc la Journals Translation Table,
donc, dans le fond, on va faire le lien. Est-ce que, dans le fond, là-dedans, est-ce qu'on ne mettait pas le nom d'une revue pour essayer donc de venir, encore une fois, bonifier la recherche? Ensuite, il va aller regarder dans l'index des auteurs, encore une fois, pour venir ajouter donc, les noms d'auteurs qui auraient été repérés par l'Automatic Term Mapping. Une fois donc tous ces éléments-là traduits selon les différentes tables, ces termes-là sont recherchés dans tous les champs de PubMed. Donc, c'est du all fields que ça recherche. Donc, on est vraiment dans une recherche très, très, très générale. Il y aura toujours, on est plus dans un objectif l'objectif, c'est vraiment de couvrir le plus large possible. Donc, on n'est pas dans la spécificité, on est plus dans la quantité. Comme donc j'ai précisé, toute cette recherche simplifiée-là, bonifiée-là, ça ne fonctionne uniquement si on n'utilise aucune étiquette de champ, donc TIAB, TI, TW, etc., ni troncature, ni guillemets. Et c'est de cette manière-là que ça va fonctionner. Je vais vous donner un petit exemple ici d'une recherche que j'ai effectuée donc, dans PubMed avec, bon, par exemple, donc j'ai tapé donc, Photosensitive Epilepsy in Children et de voir un peu dans le fond comment le nouveau PubMed a travaillé cette recherche-là pour obtenir les résultats que j'ai indiqués. Donc, tout d'abord, ça, c'est évidemment à l'intérieur du PubMed Advanced qu'on va retrouver ça. On a notre historique et le Search Details, maintenant, il faut aller le chercher. Avant, on avait notre Search Details tout de suite, on le voyait. Maintenant, il faut, bon, c'est pas un gros, il faut juste le savoir. On fait juste cliquer donc, sur la petite flèche et on va avoir donc l'ensemble du détail de notre recherche qui va se retrouver à cet endroit-là. Donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, on a donc ensuite la table de donc les translations, donc ces traductions-là, donc comment il a interprété dans le fond, comment l'Automatic Term Mapping a effectué ma recherche. Donc, n'oublions pas que dans PubMed, il y a un antidictionnaire d'environ 130 termes. Vous pouvez toujours aller le regarder si ça vous intéresse, le Stop Words. Donc, évidemment, donc, moi, mon in du in children fait partie de ces termes-là et donc il n'a pas été ajouté à la recherche, il a été donc passé à l'antidictionnaire. Donc, ça, lui, on l'a mis de côté tout de suite. Donc, il a regardé évidemment donc Photosensitive Epilepsy Children, il n'a rien trouvé qui correspondait à ça dans ses index. Donc, il l'a séparé en deux parties. La première partie, donc Photosensitive Epilepsy. Donc là, il a trouvé, donc on voit qu'il l'a traduit donc avec un terme mesh, épilepsie, virgule, réflexe. Donc, il va, comme je l'ai dit, donc le terme mesh lui-même est éclaté, donc épilepsie dans tous les champs and reflex dans tous les champs. Ensuite, il rajoute reflex épilepsie comme expression exacte entre guillemets. Ensuite, il va utiliser le vocabulaire que moi j'avais privilégié, donc photosensitive and épilepsie, encore une fois, ou l'expression exacte photosensitive épilepsie. Donc, ça, c'était le premier bloc. Donc, il restait le bloc children à faire. Puis, c'est un peu la même chose. Donc, l'Automatic Term Mapping a fait le lien vers le terme mesh child. Ensuite, on a rajouté children dans tous les champs et on voit qu'il a commencé à rajouter des trucs un peu, bon, child avec apostrophe, S, children apostrophe, S, children avec un, S, child avec un, S. Donc, tout plein de. Donc, oui, c'est à ce niveau-là que c'est juste pour vous donner un exemple comment justement cette table de vocabulaire a été bonifiée. On n'est pas uniquement dans du terme mesh, mais vraiment on va éclater pour aller chercher donc, du vocabulaire proche, des pluriels, etc. pour donc augmenter la quantité de résultats qui vont être obtenus. Si j'avais fait la même recherche en disant, par exemple, Pediatric Photosensitive Epilepsy, ben, donc là, au lieu de child, parce que je n'aurais pas eu child, mais j'aurais eu peut-être pediatric comme terme mesh, puis j'aurais eu, par exemple, pediatrics à la manière britannique, PAE, pediatric à la manière américaine, PE, etc., qui seraient apparus donc avec l'Automatic Term Mapping. Ensuite, bon, pour cette recherche-là, j'avais appliqué le filtre, un filtre. Donc, j'avais décidé de mettre le filtre adolescent. Maintenant, les filtres, ils viennent nous indiquer quel filtre a été mis. Par contre, moi, ce que je déplore et ce qu'on avait auparavant, on comprenait qu'est-ce que ça impliquait dans notre recherche de venir appliquer un filtre. Donc, savoir est-ce qu'on veut l'appliquer ou pas, parce là, maintenant, on dit, bon, on l'a mis, mais comment l'outil a fonctionné pour mettre le filtre, qu'est-ce que ça implique à notre recherche de mettre le filtre, ce n'est plus indiqué dans le détail, mais ça l'était dans la
la version legacy de PubMed. Donc, lorsqu'on utilise un filtre de groupe d'âge, dans le fond, PubMed, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il vient rajouter le terme mesh qui correspond à ce groupe d'âge-là. Donc, si je vais utiliser mon filtre adolescent 13-18, bien, dans le fond, il vient me rajouter un and adolescent mesh, dans le fond, à ma recherche. Ça peut être quand même quelque chose d'assez important parce que tous les articles de PubMed qui ne sont pas dans Medline n'ont pas de terme mesh, donc je viens de me couper là automatiquement toute cette portion de littérature que j'aurais pu aller fouiller si j'avais utilisé une autre manière d'aller filtrer. Bon, c'est sûr que là, ça reste un exemple. Filtrer adolescent quand je mettais children dans le titre, ça fait un peu ridicule, mais c'est au moins pour qu'on comprenne, dans le fond, comment ça fonctionne et malheureusement, comment on n'a pas le détail exactement de comment ça fonctionne. Parce que si on utilise le filtre pour, ça peut être également un type de publication, bien, il y a certains types de publications qui ne sont, qui n'apparaissent que lorsqu'il y a eu l'indexation dans Medline. Donc, c'est ce genre de choses-là ça n'est plus dans les détails et ça l'était auparavant. Maintenant, on fait juste remarquer que c'est un des filtres qui a été appliqué à notre recherche. Donc, cette recherche simplifiée, bonifiée-là, donc on voit quand même qu'ils ont ils ont travaillé donc, pour améliorer leur table d'indexation au niveau du vocabulaire. C'est sûr que ça nous amène donc plus de résultats. Pour essayer un peu de pallier à ça, ce qu'ils ont fait, c'est le tri par best match, qui est maintenant le tri par défaut. Donc, best match, il avait déjà commencé à le mettre en place dans l'ancien PubMed. C'était une option qu'on pouvait aller faire pour voir un peu comment ça allait fonctionner. L'objectif du best match, c'est évidemment de faire ressortir les articles qui seraient le plus pertinents par rapport à notre stratégie de recherche, donc dans la liste des références obtenues. Le best match, dans le fond, donc, intègre l'intelligence artificielle pour justement trier les résultats selon l'ordre de pertinence que cet algorithme-là va avoir développé. Donc, je vous ai mis un petit, donc, dans le fond, un petit texte qui explique, dans le fond, comment PubMed a intégré ce best match-là. Donc, voilà, donc il parle de 150 signaux différents. On va aller, ça va être du type de publication à l'année de publication. Donc, l'année de publication va jouer. Donc, les articles plus récents vont avoir un ordre pondéré plus fort, donc pour apparaître plus tôt. Une revue systématique va avoir plus de poids qu'une étude de cas, par exemple. Donc, vous voyez donc, il donne quand même quelques exemples dans ce court texte-là. Et donc, c'est vraiment, donc c'est ça, c'est vraiment donc le but d'aller chercher le maximum de pertinence le plus rapidement possible pour faciliter l'accès aux articles qui semblent les plus pertinents. Okay? Donc, c'est vraiment de cette manière-là que ça a été pensé et c'est vraiment en lien avec donc cette nouvelle simplification de l'outil de recherche dans PubMed. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, si vous l'avez testé. Ça donne des résultats beaucoup plus intéressants que l'ancien PubMed où on faisait juste mettre des mots puis on avait les résultats qui ressortaient. Pour une recherche simplifiée, ils ont de beaucoup amélioré la qualité des résultats qui peuvent être obtenus. C'était ça dans le fond, c'est ça leur but principal. Donc, d'être capable de faire ressortir un peu la crème des résultats rapidement. Ça marche quand même pas si mal par rapport donc, à ce que c'était auparavant. Mais il y a toujours un peu ce défaut-là. À chaque fois qu'on utilise ce genre d'outil-là, ben, on soumet la qualité de nos résultats au bon vouloir de la machine. Si ce qui sort, c'est pas très bon, ben, là, c'est sûr qu'on n'a pas la façon de faire pour essayer de bien retravailler le tout. Donc, c'est sûr que ce n'est pas exactement l'idéal.
Puis, je veux dire, nous, en tant que spécialistes de l'information, c'est certain que ce ne sera pas quelque chose qu'on va faire la promotion parce que presque les usagers, en utilisant ça, oui, ils vont avoir des petits résultats sympathiques qui sortent rapidement, mais puis comme c'est marqué ici très clairement, Best Match is not designed for comprehensive or systematic search, donc ce n'est pas fait pour les recherches exhaustives ou les recherches systématiques. Ça vient du support de PubMed. C'est pas moi qui vous dis, c'est vraiment, ils sont très conscients que ce n'est pas l'objectif derrière le Best Match. Le Best Match, c'est vraiment de sortir quelques articles pertinents rapidement. Il y a d'autres tris qui sont possibles avec, donc le Best Match est rendu le tri par défaut, mais il y a toujours d'autres tris disponibles avec le nouveau PubMed. Donc, vous pouvez trier par Most Recent. Donc, dans le fond, ça va être la date d'enregistrement initiale ajoutée à PubMed, donc la balise DAT, donc pour, je pense que c'est Entry Date. Donc, c'est... voilà. Lorsque vous triez par Most Recent, ça va être donc par l'ordre chronologique inverse de le DAT. Ensuite, l'autre tri que vous pouvez faire, c'est par Publication Date. Donc là, c'est la date de publication officielle du document. Donc, encore une fois, par ordre chronologique inverse. Donc là, il y a plein de petites subtilités par rapport à ça. Donc, si un document a été publié de façon électronique et de façon papier, donc là, ils vont toujours prendre la date de publication la plus ancienne en priorité. S'il n'y a pas de mois, donc là, ils ont tout fait un exercice pour classer, mais du moins, ça reste la date de publication. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Une des questions qui m'avait été posée, puis je trouvais que ça tombait plutôt bien d'y répondre maintenant. Auparavant, il y avait d'autres options de tri qui existaient. On pouvait trier par premier auteur, par titre, par périodique, etc. Ce n'est plus disponible pour l'instant dans la nouvelle version de PubMed. Donc, j'aurais demandé est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça? Et donc, je vous ai indiqué la réponse qui m'a été envoyée par le service d'assistance de PubMed. Donc, additional storage formats may be added in the future. However, I'm unable to give you which ones or a timeline for possible implementation. Donc, peut-être quand on ne le sait pas, mais donc, ils disent, ça se peut qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent, mais on ne sait pas trop quand, on ne sait pas lesquels. Pour l'instant, j'imagine que s'il y a ce genre d'options et quelque chose auquel vous tenez, c'est sûr qu'à chaque fois lorsqu'on dit hey, il manque cette fonctionnalité-là, hey, il manque cette fonctionnalité-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui pourrait peut-être éventuellement les encourager à faire ce genre de changement. Ça, c'est pas mal le tour par rapport au Best Match. Donc, voyons, donc si je retourne à ma recherche donc, sur Photosensitive Epilepsy in Children, donc si on veut changer justement donc, cette fonction d'affichage, donc là, on va dans Display Options, puis on choisit donc là, le menu déroulant, donc soit Best Match, Most Recent Publication Date pour trier donc l'ensemble des résultats. C'est également là que vous allez pouvoir avoir un nombre, parce que par page, ils me en mettent 10, vous pouvez demander jusqu'à 200. C'est également donc, dans les options d'affichage que nous allons pouvoir faire ça. Voilà, donc Display Options, Best Match, qu'on peut modifier. Bon, un autre des éléments majeurs au niveau des changements, puis ça va nous affecter, ça peut... donc, ils ont amélioré l'utilisation de la troncature. Donc, la troncature, toujours représentée par l'astérix dans PubMed, ne se limite plus dorénavant à 600 résultats. Auparavant, dans leur façon d'indexer, donc ils avaient déjà des listes d'indexation à l'époque. C'est comme ça qu'est bâti PubMed, donc ça fonctionne toujours un peu de la même façon, donc c'est bonifié. Donc maintenant, les mots ne se limitent plus à 600. Donc si notre troncature amenait plus de 600 résultats, on avait un message d'erreur comme quoi nous n'avons conservé que les 600 premiers résultats. Voilà, donc ça, maintenant, vous ne verrez plus ce message d'erreur-là. Il n'y en a plus de limite de 600. La troncature doit être faite sur une suite de caractères d'un minimum de 4. Donc, voilà, SECT troncature. Bon, c'est sûr qu'on va avoir un gros paquet d'éléments non pertinents avec ce genre de recherche-là, mais reste que c'est le minimum, c'est 4
caractères avant de pouvoir mettre une troncature pour que ça puisse fonctionner. Ce qui est sympathique, donc la troncature peut être utilisée en combinaison avec les guillemets dorénavant. Puis évidemment, encore une fois, avec les étiquettes de champ. Donc, par exemple, si mon breastfeed, breastfed, breastfeeding, ben, je peux marquer donc de cette manière-là, entre guillemets, rajouter ma troncature, ça fonctionne sans problème. Même chose pour lors de l'utilisation avec étiquette de champ. Lorsqu'on tronque justement une expression, évidemment, ce n'est que le dernier mot qui peut être tronqué. Donc, si on essaye une troncature pour breast, je ne sais pas pourquoi, mais si on voudrait le faire, non, ça ne fonctionnerait pas dans l'exemple suivant. Du moins, il ne serait pas capable de le gérer correctement. Il nous ferait un peu n'importe quoi. Autre question qui m'avait été posée, est-ce qu'il y a des masques ou de l'adjacence dans le nouveau PubMed? La réponse est malheureusement non. Donc, il n'y a pas de masque pour remplacer un 0 caractère ou voilà, ça n'existe pas, toujours pas. Est-ce que ça va venir un jour? Aucune idée pour l'instant. Et l'adjacence non plus, donc les marqueurs de proximité ne sont toujours pas à l'ordre du jour dans PubMed. Donc, maintenant, on va passer à quelques nouvelles fonctionnalités, plus d'ordre. On est plus dans l'esthétique et où trouver les choses, dans le fond. Lorsqu'on arrive à notre liste de résultats dans PubMed, donc là, déjà, vous avez remarqué, vous avez donc l'option par défaut, donc, pour les résultats à l'écran, c'est le summary, donc le sommaire. Auparavant, c'était le summary dans l'ancien PubMed. La différence, c'est que dorénavant, ils incluent les quelques premières lignes du résumé, tout en évidemment mettant en gras les termes qui ressortent de notre recherche. Donc maintenant, sans avoir le résumé au complet, au moins on a les premières lignes qui sont déjà là, inclus dans le summary. Auparavant, on avait toute cette information sans ces quelques lignes. Donc, ça peut quand même être sympathique pour avoir une meilleure idée de l'article. C'est sûr que ce n'est pas autant que le résumé, mais c'est déjà un début. Ensuite, en dessous de chaque article, vous allez avoir dorénavant Cite et Share. Donc, Cite, lorsque vous cliquez là-dessus, dans le fond, ça va vous ouvrir une fenêtre en vous permettant de voir la référence sous différents formats. Format NLM qui est dans le fond le format Vancouver, etc. Donc, différents formats que vous pouvez juste copier-coller à partir donc de Cite. Cite est intéressant particulièrement lorsqu'on a affaire à des articles qui ne sont pas de langue anglaise, parce qu'évidemment, le titre original d'un article, vous allez pouvoir l'avoir dans Cite. C'est le seul endroit où il se trouve. Auparavant, on avait dans la référence, on pouvait la mettre en mode Medline puis trouver là-dedans. Maintenant, on n'a plus la possibilité de le faire, mais on peut aller voir dans Cite pour avoir donc le titre original de l'article. Voilà. Ensuite, vous avez Share. Donc, évidemment, là, on est dans le partage de la citation Twitter, Facebook ou également avoir un permalien de la référence également. Donc, ce site et ce share-là vont également se retrouver à d'autres endroits. Donc là, par exemple, si je clique sur une référence, donc là, une fois qu'on avait notre liste de références, on clique sur une référence, on va arriver à la page suivante. Quelques éléments donc nouveaux. Vous avez la possibilité maintenant de naviguer entre les références. Donc, c'est les deux petits carrés de chaque côté, les numéros 1, soit aller vers le résultat précédent ou la référence suivante. Donc, vous pouvez naviguer à l'intérieur de vos références de cette manière-là. Je pense que ça a été fait particulièrement pour ceux sur téléphone qui veulent passer d'une référence à l'autre. Donc, ça, maintenant, c'est quelque chose qui est facilement mis en place. Pour retourner à la liste des résultats, vous avez le Search Results qui se retrouve en haut également. Ensuite, pour ceux qui utilisent le Link Out, donc nous, c'est le cas ici où je suis Sainte-Justine, donc il a fallu qu'on change un peu notre manière de procéder. Avec notre résolveur de liens, il faut maintenant, nous, notre résolveur de liens, dans le fond, n'apparaissait auparavant que lorsqu'on avait l'article. Donc là, les gens voyaient nos couleurs, ils cliquaient dessus, ils savaient qu'ils allaient pouvoir lire l'article. Maintenant, ce n'est
il n'accepte plus ça. Il faut travailler votre bouton Link Out avec votre résolveur de liens, si vous en avez un, évidemment, pour toujours offrir des options à votre clientèle. Donc, si l'article est disponible, tant mieux. S'il n'est pas disponible, il faut que vous ayez développé un formulaire de demande de prêt en bibliothèque intégré à votre outil pour qu'il puisse vous le mettre. Donc, moi, au début, je voulais remettre mon icône dans le nouveau PubMed. Je dis non, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas de lien vers votre service de prêt en bibliothèque, on ne met pas votre icône. Donc, il a fallu que je retravaille tout ça pour pouvoir le remettre. Et donc, c'est maintenant une obligation pour avoir cet outil-là dans PubMed. Mais donc, reste que, voilà, il y a toujours cette option-là pour obtenir le texte intégral si vous l'utilisez. Ensuite, le Cite and Share qu'on avait à la page précédente se retrouve ici dans l'encadré numéro 4. Puis, vous avez le grand panneau de navigation, le numéro 5, là, qui vous dit, donc, dans le fond, un peu l'ensemble des éléments qui se retrouvent dans une référence. Les références sont beaucoup plus longues et exhaustives qu'elles ne l'étaient auparavant. Ça me demande même, vous pouvez voir, une page de navigation pour passer à travers donc, ces différents éléments-là. Beaucoup de ces éléments-là étaient déjà présents, mais un peu cachés à gauche, à droite. Là, ils ont vraiment, encore une fois, toujours en ayant en tête les appareils mobiles. Donc, souvent, c'est du défilement ou avec la page de navigation également. Alors, si je continuais donc, sur cet article-là, je défile vers le bas. Mais donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les Similar Articles. Donc là, c'était une fonctionnalité qui était déjà existante, mais qui a été mise en évidence là, directement en dessous. Donc, on a, dans le fond, c'est un algorithme de pondération, encore une fois, qui va essayer de repérer à l'intérieur, avec les mots qui se trouvent dans notre référence qui nous intéresse, d'autres références qui seraient pondérées de façon intéressante et qui pourraient donc nous intéresser, d'où le Similar Articles qu'on retrouve ici. Donc, évidemment, ça compare les mots du titre, du résumé de chaque citation et également les termes mèches attribués à l'article pour générer cette liste-là. Donc, évidemment, bon, il pondère le titre, évidemment, plus l'impact de le résumé, etc. Mais donc, on a cet algorithme-là qui vient nous générer cette liste-là, qui était, je le répète, déjà disponible, mais maintenant, donc, mise en évidence directement en dessous de notre référence. Ensuite, vous avez le Cited By, qui était également une fonctionnalité qui était existante, mais encore une fois mise en évidence ici. Donc, dans le fond, c'est la liste des articles référencés dans PubMed Central qui cite notre article, tout simplement. Donc, cet article-là se retrouvait dans la citation de ces deux références-là. Donc, on a la liste en numéro 2 des références qui correspondent donc d'articles de PubMed Central qui citent notre article présentement choisi. Le 3 en bas, References, donc ça, vous allez peut-être le voir également. Dans le fond, c'est la liste des références si votre article se retrouve dans PubMed Central principalement. Donc, si votre article est dans PubMed Central, vous avez la liste des références de cet article-là que vous allez avoir ici directement. Il y a également certains éditeurs qui fournissent des données de référence à leurs citations qui sont envoyées à PubMed. Donc, quand c'est Vioca, ils vont les rajouter également à la liste des références de ces articles-là, dans cette section de la référence. Alors, si on continue donc de naviguer sur notre... donc là, on continue de descendre, de défiler notre référence. Donc là, on va avoir donc, la liste des termes mèches qui vont se retrouver là. Alors, donc, vous avez différents... Donc, il y en a séparés sur votre catégorie. Vous allez avoir les publication types, les mesh terms. Vous allez avoir également les substances. Donc, qui vont avoir chacun leur petite catégorie. Évidemment, les termes mesh restent le plus vaste et le plus important. Puis, lorsque vous cliquez sur un terme mesh, donc là, vous allez avoir la petite fenêtre d'action que je vous ai ouverte ici avec le ABC qui vous permet donc soit de lancer la recherche dans PubMed avec le terme mesh tel qu'il est indiqué présentement. Donc, s'il est en majeur, ça va le lancer en majeur. S'il a un qualificatif, ça va ajouter le qualificatif également. Donc, ça va dans le fond lancer une recherche dans PubMed avec exactement le terme mesh que vous avez cliqué pour trouver dans le fond d'autres articles qui pourraient vous intéresser sur le sujet. Search in Mesh, donc là, dans le fond, ça va vous ouvrir la base des mèches à ce terme mesh-là. Donc, vous allez pouvoir avoir
accès à la barre de navigation des termes mèches. Donc, vous allez avoir l'arborescence, tout ça. Donc, vous allez pouvoir avoir un peu plus de détails là-dessus. Puis, vous avez le Add to Search, dans le fond, qui va faire un copier-coller de ce terme mèche-là, puis le rajouter dans votre stratégie de recherche avec un AND. Voilà. Donc, bon, le Add to Search, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Le seul que j'utilise en général, c'est Search and Mesh, mais bon, ça reste quand même des petits éléments, c'est intéressant. Supplementary concepts. Donc là, les supplementary concepts, dans le fond, ce qui les différencie des termes mesh, c'est un peu ce ne sont pas des termes mesh, du moins pas encore. Ils ne fonctionnent exactement de la même façon, dans le sens où ils sont ajoutés à une référence et qu'ils sont uniques et qu'il va y avoir des renvois, etc. Ça fonctionne de la même façon. Les supplementary concepts, donc vous allez en avoir de différents types, des substances, des maladies, des protocoles, des organismes. Donc, ce sont des éléments qui sont présents dans la littérature, mais qui n'ont pas encore de terme mesh et que l'indexeur considère que ça vaut la peine de le créer. Donc, il va créer un supplementary concept. Et ça, ils peuvent en créer. Il y en a des centaines qui sont créés et ils sont créés sur une base quotidienne, hebdomadaire, tandis que les termes mesh, là, c'est pour l'ajout dans un terme mesh. Donc là, c'est une fois par année que ça se fait officiellement. Donc, vers le mois de décembre, PubMed va aviser l'ensemble de la communauté que les nouveaux changements au terme mesh ont eu lieu, voir quels sont donc ils vont faire une liste de quelles sont les nouveautés, est-ce qu'il y a des termes qui vont être modifiés, est-ce qu'il y a des termes qui vont changer au niveau de l'arborescence, est-ce qu'il y a des termes qui vont être retirés, des termes ajoutés, évidemment. Donc, ils ont tout un comité qui se penche là-dessus, fait de chercheurs, médecins, bibliothécaires, pour s'assurer donc de garder le contrôle sur ce qui se passe au niveau des termes mesh. Les supplementary concepts, dans le fond, c'est juste ça permet beaucoup plus de flexibilité. Puis, vous l'avez probablement dû le voir passer. Hein? Donc, il y a comme supplementary concept, par exemple, COVID-19 qui a été rajouté dans les derniers mois parce qu'évidemment, il n'y avait pas de terme mesh pour ça. Et il n'y aura pas de terme mesh avant décembre prochain. On s'entend qu'en décembre prochain, il va y en avoir un, c'est certain. Mais pour l'instant, on va pouvoir l'utiliser comme supplementary concept. La façon de faire, on le retrouve dans la base de données des mesh, ça se retrouve, ça fonctionne de la même façon lorsqu'on effectue la recherche, mais c'est juste la manière de réfléchir le terme qui n'est pas la même. Bon, c'est sûr qu'il y en a des gros comme COVID-19 qui vont être des incontournables, mais souvent, ça va être, lorsque vous allez avoir des supplementary concepts, vous allez peut-être avoir 5 articles, 2 articles. C'est souvent très, 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 très peu. Mais bon, reste que ça, des fois, si c'est ça exactement que vous cherchez, ça peut toujours être utile. Puis comme je dis, ça fonctionne exactement de la même manière qu'un terme mesh. Alors, donc là, j'ai pas mal terminé au niveau donc, des nouvelles fonctionnalités de PubMed. Je vais passer un peu plus directement donc, à vos différentes questions qui m'avaient été posées au préalable. Donc, une des premières questions, c'était au niveau de l'utilisation des termes mesh. Donc, ce qui change dans le fond au niveau donc, de la nouvelle interface de PubMed, c'est vraiment la base de des mèches n'est plus disponible dans un menu déroulant dans lequel on va chercher la base de des mèches, qu'on lance notre recherche. Il faut vraiment aller la chercher. Puis, une fois qu'on va la chercher, dans le fond, ça ouvre l'ancienne interface qui est exactement comme elle était voilà un an. Donc, on clique sur Mesh Database, donc dans la nouvelle fenêtre de PubMed. On met notre terme, on obtient une liste, on lance la recherche, on obtient une liste de résultats, on choisit le terme approprié. Donc, ça ne change pas. En cliquant sur notre terme mesh, on arrive à l'intérieur du terme mesh avec tous les différents éléments qui sont toujours là. Donc, vous avez le terme mesh en tant que tel, la description, les qualificatifs qu'on peut aller cocher pour venir rajouter à notre recherche. La case pour Mesh Major, si on veut l'utiliser. La case pour, donc, Do not include mesh term, village term, the mesh hierarchy, donc, pour empêcher le mode par défaut de PubMed qui va toujours aller chercher ce qui est en dessous dans l'arborescence. Mais si on ne le veut pas, donc là, on va cocher là-dessus.
Donc, ça, c'est toujours là. Donc, vous avez les entry terms, donc c'est tout ce qui est les synonymes, quasi-synonymes donc de notre terme qui servent de renvoi, dans le fond, lorsqu'il est utilisé dans l'automatic term mapping. Ben, donc là, il va utiliser ces entry terms-là pour faire les renvois. Donc, c'est plus utilisé dans la version de recherche simplifiée. Vous avez l'arborescence également qui est toujours là et ça n'a pas changé. Puis donc là, une fois que vous avez trouvé votre terme mesh, ben ça, vous pouvez le spécifier avec des qualificatifs, du mesh major, etc. Vous cliquez sur Add to Search Builder en haut à droite au numéro 8, puis ensuite sur Search PubMed, puis votre recherche avec le terme mesh est effectuée. Donc ça, c'est la même façon de faire qu'il y avait dans l'ancien PubMed, puis la recherche va se lancer dans le nouveau. Alors, on m'avait également posé des questions par rapport aux sauvegardes et aux alertes. Donc, première sauvegarde alerte, donc au niveau donc, des stratégies de recherche. Donc, une fois qu'on a trouvé notre stratégie de recherche qui nous convient, ben donc là, on peut donc conserver cette recherche-là. Et donc, que ce soit pour sauvegarder la stratégie ou créer une alerte, c'est toujours au même endroit qu'on va cliquer. Donc, on va cliquer sur Create Alert. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, il faut au préalable avoir créé notre compte PubMed. Donc, avec le login qu'on trouvait en haut à droite au tout début. Donc, vous cliquez là-dessus, vous créez votre compte. Ça, c'est pas demandant du tout. J'espère que vous en avez tous déjà un. Ça reste quand même un outil très pratique. Et donc là, avec ça, donc là, vous allez sauvegarder votre recherche. Puis donc là, bon, vous lui donnez un nom pour être capable de la repérer facilement. Ensuite, par défaut, Would you like email updates est coché à oui. Donc, vous n'avez même pas de besoin. Donc, c'est juste, si vous voulez juste sauvegarder votre stratégie, donc là, vous mettez non, puis vous n'aurez pas les éléments qui se retrouvent plus bas. Donc, si vous êtes toujours dans oui, donc là, il vous reste à déterminer à paramétrer, dans le fond, à quelle fréquence vous voulez obtenir donc vos résultats. Donc, bon, à chaque mois, à chaque jour, à chaque semaine, etc. Donc, ça, vous le paramétrez à cette moment-là, vous faites Save. Puis, donc là, vous allez l'avoir donc dorénavant dans votre maintenant plus MyNCBI, mais dans votre dashboard. Vous allez pouvoir revoir vos recherches sauvegardées ou vos alertes que vous avez créées. Un petit élément important, les alertes qui sont créées, même si vous les créez dans le nouveau PubMed, vont toujours se lancer dans le PubMed Legacy. Donc, ils n'ont toujours pas encore basculé vers leur nouvelle technologie. Ça reste encore l'ancien PubMed qui est en architecture derrière ces éléments-là. Bon, lorsque vous recevez vos résultats, ça l'ouvre dans le PubMed Legacy, puis ça vous dit, hey, vous savez, vous avez un nouveau PubMed, vous pouvez juste cliquer là-dessus, puis ça va, dans le fond, relancer votre stratégie de recherche dans le nouveau PubMed. Donc, si vous préférez travailler avec le nouveau PubMed, c'est quelque chose que vous pouvez faire très, très facilement. Okay? Donc, ça, c'est par rapport aux sauvegardes et aux alertes au niveau des recherches. Ensuite, si on parle de sauvegarder plus des références, donc là, il y a différentes. Donc, la sauvegarde des références va se faire donc, de différentes façons. Puis vous allez avoir donc toujours lorsque vous allez sauvegarder, vous allez pouvoir toujours sauvegarder de 3 manières différentes. Soit vous allez sauvegarder une sélection que vous allez précocher de références. Ensuite, vous allez pouvoir sauvegarder les références qui apparaissent présentement sur votre page, ou vous allez pouvoir sauvegarder l'ensemble de vos références jusqu'à un maximum de 10 000. Bon, ça devrait être pas si mal en général, mais il y a quand même une limite de 10 000 références qu'on va pouvoir sauvegarder de différentes manières. Donc, ces différentes manières-là sont lesquelles? Donc, avec le bouton Save, ça va vous créer un fichier à exporter. Donc, vous allez sauvegarder ce fichier-là sur votre ordinateur, puis après ça, vous allez pouvoir l'importer dans… Bon, ça peut être utilisé, par exemple, si on a je sais pas, on peut créer, par exemple, une liste
sur CSV, donc avec Excel. On peut faire une liste donc sur le format Medline qui pourrait être importé, par exemple, dans Zotero. Donc, c'est différents formats. Vous pouvez faire une liste de PMID également avec cette sauvegarde-là. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du save. Donc, vraiment pour l'exportation, dans le fond. Email, ben donc là, vous allez envoyer les références par courriel. Donc, vous faites juste marquer l'adresse courriel. Vous avez, pas que ce soit pour save, que ce soit pour email, vous n'avez pas besoin de compte pour l'utiliser. Ça, c'est disponible à tous, n'importe quand. Puis, vous avez également ensuite le Send To qui, lui, offre plusieurs options. Donc, le Send To vers le clipboard. Donc, le clipboard, ça fait juste les mettre de façon temporaire de côté, les références sélectionnées. Et le clipboard, donc, va conserver vos références pendant les 8 prochaines heures tant que vous ne fermez pas votre session, que vous n'éteignez pas votre ordinateur, que vous ne vidiez pas votre cache. Vous allez avoir accès aux références que vous avez mises dans votre clipboard. Le My Bibliography, donc, c'est pour créer votre bibliographie personnelle. Donc, c'est vraiment le but, c'est de dire, ben moi, je suis auteur de cet article-là, je vais les mettre dans My Bibliography, puis ça va être un peu, c'est une manière que PubMed a mis en place pour permettre aux chercheurs de conserver les articles qu'eux-mêmes ont publiés, puis d'en faire également, éventuellement, de la rendre publique, donc pour faire donc, une liste des écrits qu'ils ont publiés. Le Send To Collections, mais Collections, dans le fond, c'est une façon de sauvegarder des références de façon permanente. Donc, on crée des collections, dans le fond, qui sont des groupes de références. Donc, on choisit soit une collection déjà existante qu'on a déjà créée ou on crée une nouvelle collection à partir des références sélectionnées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est toujours disponible, qui était déjà disponible dans l'ancien PubMed, ça ne change pas, mais on peut se conserver dans nos collections. Les collections peuvent être rendues publiques. Donc, ce que ça fait, c'est qu'en choisissant de la rendre publique, ben, donc là, ça va nous générer un URL qu'on va pouvoir partager, puis ceux qui ont accès au URL vont pouvoir voir la liste des références dans cette collection-là. Puis, vous avez finalement l'outil pour envoyer vers un outil de gestion bibliographique comme EndNote, par exemple. Vous sélectionnez Citation Manager, puis vous envoyez encore une fois soit les références sélectionnées, soit toutes les références, soit celles qui sont présentes sur la page dans votre outil, comme par exemple EndNote. Donc, ça fait pas mal le tour là, au niveau donc, des différents types de sauvegarde. Tous ces types-là étaient déjà disponibles dans l'ancien PubMed. Visuellement, c'est juste légèrement différent, mais il n'y a aucune différence sur la façon dont ça fonctionnait auparavant et maintenant. Créer un fil RSS, donc on m'avait demandé également donc, pour créer un fil RSS. Donc, c'est encore une fois extrêmement simple. En dessous de la barre de recherche, une fois que vous avez lancé votre recherche, vous cliquez sur Create RSS et ça va vous ouvrir la petite fenêtre suivante. Donc, vous donnez un nom à votre fil RSS, vous décidez la quantité de références qui vont apparaître par votre fil RSS. Donc, par défaut, c'est 15, mais vous pouvez aller, je pense, jusqu'à 100. Vous pouvez réduire. Bon, vous avez donc toute une possibilité là-dessus. Vous faites Create RSS, ça va vous générer un hyperlien que donc on voit là présentement là, que j'ai créé. Et on fait juste copier cet hyperlien-là et vous avez donc votre fil RSS de créer de cette manière-là. Très simple. Ça fonctionnait très bien dans l'ancien PubMed, ça continue de très bien fonctionner. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec. Bon, il y a eu une période de flottement. Là. Ils n'étaient pas sûrs s'ils voulaient les rajouter, les fils RSS au début, lorsqu'ils ont commencé à mettre en place le nouveau PubMed, ils ne l'avaient pas. Puis beaucoup de gens ont dit « Oh, nous, on en a besoin, on s'en sert beaucoup. » Donc, ils l'ont remis, puis ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai reçu une demande. Bon, j'avoue que celle-là m'a posé un peu de questions. Je ne comprenais pas exactement ce que. Donc, j'y vais avec ma propre interprétation de la question. Dans le fond, la question, c'était, et c'était exactement ce que j'ai écrit à l'écran, analyse des citations. Bon, je ne sais pas exactement ce que la personne souhaitait avoir par rapport à l'analyse des citations. Moi, ça me donnait juste envie de vous parler d'un outil que j'utilise qui est quand même assez intéressant, puis qui justement, ça nous permet d'avoir d'une certaine façon d'analyser nos citations, c'est PubMed PubReminer. Donc, dans le fond, le PubReminer, c'est dans le fond, c'est l'utilisation de la fouille de texte au service donc de référence qu'on va retrouver dans PubMed.
Donc, j'ai repris encore la même stratégie de recherche que j'ai lancée dans PubReminer. Et qu'est-ce que ça m'a sorti? Ça m'a sorti, dans le fond, ça décortique l'ensemble des résultats qu'on a obtenus en différents catégories. Donc, on va avoir, par exemple, la gauche complètement, donc les années. Et donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit qu'en 2020, il y en avait 13, en 2019, il y en avait 15. Donc, on sait exactement, donc, par année, quelle est la quantité de résultats que notre recherche a obtenus. Ensuite, on va pouvoir voir de quelles revues ces articles-là ont été publiés en majorité. On voit qu'ils ont été publiés majoritairement dans la revue Epilepsia. Mais donc 85 de mes résultats venaient d'Epilepsia. Puis donc là, vous avez donc par ordre décroissant l'ensemble des revues qui ont été repérées par ma stratégie de recherche. Vous allez avoir toute la liste des périodiques qui va se retrouver là avec le nombre de fois que votre stratégie de recherche a été repérée dans telle ou telle revue. Même chose, vous avez la liste des auteurs. Donc là, vous allez avoir les auteurs qui ont le plus écrit sur la stratégie de recherche que j'ai indiquée là. Donc, on a tel auteur qui se retrouve 16 fois, tel autre 13, 12, 11, etc. Donc, vous avez la liste comme ça des auteurs. Donc, ça peut nous aider à voir donc, les auteurs les plus prolifiques sur un domaine très spécifique, particulier. Bon, c'est une façon d'utiliser l'outil. Ensuite, vous avez les mots. Donc là, dans le fond, ils sont allés compter les mots, évidemment en enlevant tout ce qui est the, in, bon, machin, tout ce qui se retrouve dans un antidictionnaire. Donc là, on voit donc les mots qui sont les plus fréquents et donc, c'est ça. Donc, donc, vous avez la fréquence donc, dans le nombre de références, puis le nombre de fois que le mot a été utilisé. Donc, si on voit, par exemple, épilepsie a été utilisé dans 647 références, mais on le retrouve 2475 fois. Bon, donc là, donc ça peut nous dire un peu, donc vraiment, ça peut nous aider à comprendre le vocabulaire qui a été utilisé par les auteurs en lien avec cette stratégie de recherche-là. Ensuite, vous allez avoir les termes mèches. Donc, quels sont les termes mèches les plus fréquents qu'on retrouve par rapport à notre stratégie de recherche? Donc, on voit, voilà, on va voir en électroencéphalographie, épilepsie, donc 328 fois, épilepsie 283, etc. Donc, ça, c'est ça nous aide à savoir, mais donc, parfois, lorsqu'on tombe sur on n'arrive pas à trouver quel terme mèche pourrait convenir pour notre recherche, mais ça peut nous aider. On lance la recherche dans PubReminer, puis on voit, il y a tel terme mèche qui est utilisé par rapport à ce vocabulaire-là. Ça peut nous aider dans notre réflexion. Même chose pour les substances. Donc, là, ils vont aller dans la section substance ou publication type, donc le type de document qu'on va retrouver. Okay? Donc, ça, c'était le petit... Bon, je sais pas, pour moi, analyse des citations, je ne savais pas trop ce que la personne souhaitait avoir. J'espère que ça amène une petite réflexion par rapport à ça. Une seule question que j'ai eue que je ne sais pas où trouver une réponse, c'était, on me demandait, est-ce qu'il y a un petit aide-mémoire d'une page sur PubMed? Personnellement, je n'en connais pas. C'est parce qu'il y a tellement de petites fonctionnalités. Donc, si vous en connaissez, donc là, on peut le partager par la suite pour répondre à la question de la personne. Moi, je n'ai rien de mon côté par rapport à cette question. Donc, petite conclusion ici, avant de passer plus à vos questions directement. Donc, ce qu'il faut retenir, dans le fond, avec le nouveau PubMed, c'est vraiment la recherche simplifiée qui a été bonifiée puis elle est fortement promue par la NLM. Ça en est, si vous allez voir les formations qu'ils donnent, si vous allez voir ils sont toujours en train de dire utilisez-le, vous allez voir, c'est génial, les résultats sont fantastiques. Donc, ils sont visiblement très, très fiers de ce qu'ils ont fait et ils veulent en faire la promotion. C'est sûr qu'au niveau, l'interface plus moderne adaptée à tout type d'appareil, c'est pratique. De plus en plus de gens vont faire des recherches en utilisant leur téléphone, en utilisant leur tablette. Mais encore une fois, on est vraiment dans de la recherche simplifiée. Pour ce qui est de la recherche plus avancée, qui est dans le fond plus nos tâches à nous, il y a
pas vraiment de différence majeure. Juste un élément qu'il faut toujours garder en tête. Si vous lancez une stratégie de recherche dans PubMed Legacy, puis vous lancez exactement la même dans le PubMed, dans le nouveau PubMed, ne vous étonnez pas qu'il y ait des différences au niveau de la quantité de résultats que vous allez obtenir, parce que ce n'est plus les mêmes tables d'indexation au niveau du vocabulaire. Donc, il va y avoir des changements, il va y avoir des légères différences. Rien de majeur, mais il va y avoir des légères différences. Ce qui fait que lorsqu'on fait un travail de revue systématique, c'est jamais l'idéal, mais parce qu'on n'aura pas, donc, de façon précise exactement les mêmes résultats, mais voilà, faut s'attendre à ce genre de choses. On est, bon, ils sont en processus de passer de l'un à l'autre, donc c'est sûr que là, ça reste quand même un outil très, très récent. Là. Ça fait à peine 6 mois que ça a été mis en place et promu de façon majeure. Mais ça, pour ce qui est de la recherche avancée au niveau d'un travail bibliothécaire, il n'y a pas grand-chose qui change. J'avoue quand même, la troncature, ça peut être quand même sympathique qu'ils l'ont amélioré. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a encore beaucoup de développement à venir. Donc, pour l'intégration des autres éléments de la NLM, donc Mesh, catalogue NLM, tout ça, c'est sûr qu'éventuellement, ils vont tout passer vers cette nouvelle architecture-là. Donc, voilà, ça, c'est pas mal ça donc, que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vais regarder donc, dans le chat s'il y a des petites questions qui sont ressorties. Alors, oui, il y en a. OK. Donc, le Mesh Major Topic est décidé par l'indexeur. Autrement dit, si l'indexeur trouve que l'article traite spécifiquement d'un sujet, il le met en major. Oui, c'est pas mal ça. Dans le fond, c'est au choix de l'indexeur de mettre. Bon, ils ont des balises, hein, évidemment, mais c'est l'indexeur qui décide de mettre un terme en mesh major ou pas. Ça, ils ont des balises, ils sont assistés par ordinateur, mais ça reste quand même, ça reste le choix final de l'indexeur, le mesh major. Oui, l'ancien format Medline s'appelle maintenant le format PubMed. C'est vrai, mais auparavant, on avait la possibilité vraiment de prendre une référence puis de le mettre en format Medline, de le voir à l'écran dans le PubMed Legacy. Maintenant, ça, on ne peut plus le faire. On peut l'importer, on peut l'exporter, mais on ne peut pas juste le voir à l'écran. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant. Alors, l'équipe de points favorise probablement un mode de gestion agile, c'est-à-dire d'agir notamment en fonction des demandes reçues. C'est possiblement ce qui les a poussés à ajouter la fonction RSS dans le nouveau PubMed. Ajout fait après de nombreuses demandes reçues, entre autres de la part des membres de RQBS, ce qui est vrai. Bref, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Il y a de bonnes chances qu'elles soient prises en compte. C'est tout à fait vrai, Fanny. Donc, ils sont à l'écoute. Hein, je veux dire, quand même. Moi, je leur ai posé une question, mais j'ai une formation, j'ai besoin de votre réponse, puis ils envoient la réponse. Bon, c'est peut-être pas nécessairement toujours ce qu'on souhaite avoir, mais ça reste voilà, toujours quelque chose qui est disponible. Mais pas mal s'applique. Ben, l'automatic term mapping, ce n'est plus juste les termes mesh. C'est ça, justement. L'automatic term mapping ne s'applique plus qu'au terme mesh. Ils ont vraiment donc bonifié ça en mettant vraiment une table de vocabulaire qui inclut les meshs, qui inclut pluriel, autres termes approches, graphie britannique, orthographe britannique ou américaine, etc. Bon, oui, bon, nursing mesh, ça c'est toujours un bon vieux classique. Lorsqu'on met nursing, il va nous chercher le terme mesh nursing ou il va aller nous chercher breastfeeding parce que ces deux-là existent. C'est sûr que si on veut aller chercher spécifiquement le terme mesh nursing, si on met la balise, habituellement c'est suffisant. Il n'y a pas de besoin de le mettre. Il faudrait que je refasse l'essai, mais habituellement, la balise remplace les guillemets. Ça fait un peu en mettant quelque chose en utilisant la balise, donc que ce soit
TIAB, etc., ça annule tout term mapping, donc que ce soit l'utilisation de la balise ou des guillemets pour avoir donc le terme qui nous intéresse. Voilà.